Chapitre 1 – Les fondations de fer. Vincent Holloway avait bâti son empire sur 3 principes, la loyauté, la précision et la conséquence. À 45 ans, il commandait une société de sécurité privée spécialisée dans la protection des entreprises et la gestion de crise, employant d'anciens militaires qui comprenaient que l'échec n'était pas une option. Ses yeux gris acier avaient vu les combats en Afghanistan, les conflits au sein des conseils d'administration de Manhattan et la perte dévastatrice qui avait failli le briser. Il y a 5 ans, le domaine Holloway s'étendait sur 12 acres de campagne immaculée du Connecticut, témoignant de l'approche méthodique de Vincent pour réussir. Chaque détail avait été planifié, des portes en chêne sculptées à la main au jardin élaboré qui avait été autrefois le sanctuaire préféré de sa fille. Emma avait 7 ans lorsque le cancer l'a emportée, une enfant brillante et pleine d'entrain qui pouvait nommer chaque fleur de leur jardin et rêvait de devenir botaniste, comme un grand-père. L'épouse de Vincent, Patricia, avait été son ancre pendant la maladie d'Emma. Ils s'étaient rencontrés 12 ans plus tôt, alors qu'elle était infirmière à l'hôpital général du Connecticut, où Vincent se remettait de blessures causées par des éclats d'obus. Patricia Morrison avait alors 26 ans, belle à la fois discrètement, avec des cheveux au burn et des yeux verts compatissants qui semblaient voir à travers ses murs soigneusement construits. Elle soignait ses blessures physiques tout en guérissant tant bien que mal les cicatrices émotionnelles qu'il avait portées lors de 2 missions à l'étranger. Leur cours avait été rapide mais profonde. Patricia comprenait son besoin de contrôle, son approche systématique de la vie, et elle avait adopté la structure qu'il apportait à leur relation. Quand Emma est née 2 ans plus tard, Vincent croyait avoir trouvé la vie parfaite, une épouse fidèle, une belle-fille et une entreprise en pleine croissance qui leur offrait tout ce qu'ils pouvaient désirer. Mais le cancer ne se soucie pas des vies parfaites. Le diagnostic d'Emma était tombé comme une balle de sniper, soudain, dévastateur et bouleversant. Vincent avait mis toutes les ressources à sa disposition pour combattre la maladie, les meilleurs oncologues, des traitements expérimentaux, des thérapies alternatives, rien n'était trop cher ou trop expérimental pour sauver sa fille. Patricia avait été infatigable dans ses soins, dormant sur des chaises d'hôpital, recherchant des traitements et gardant espoir quand le pragmatisme militaire de Vincent voulait se préparer au pire. Lorsqu'Emma mourut un mardi matin pluvieux d'octobre, quelque chose de fondamental avait changé dans le monde de Vincent. L'homme qui n'avait jamais perdu une bataille se retrouva vaincu par un ennemi qu'il ne pouvait ni déjouer ni combattre. Patricia avait pleuré ouvertement, ses sanglots résonnant dans leur maison soudainement trop grande. Vincent avait pleuré en privé dans son bureau, les yeux fixés sur des distinctions militaires qui semblaient dénuées de sens face à la perte de son enfant. Dans les mois qui suivirent la mort d'Emma, Vincent s'était consacré à l'expansion de son entreprise. Il ouvrit des bureaux dans 6 grandes villes, recruta les meilleurs agents que l'argent pouvait acheter et accepta des missions de plus en plus complexes. Le travail occupait son esprit pendant la journée, mais les nuits étaient différentes. Ces nuits appartenaient aux souvenirs d'Emma et à ce vide agaçant, là où le rire de sa fille emplissait leur maison. Patricia avait connu des difficultés différentes. Elle avait quitté son emploi d'infirmière en disant qu'elle ne supportait pas la présence d'enfants qui pourraient ne pas rentrer chez eux. Elle avait commencé à passer plus de temps avec ses amis, à suivre des cours de poterie, à s'inscrire à des clubs de lecture, tout pour combler ce vide. Vincent l'avait soutenue dans ses choix, comprenant que chacun gère le deuil différemment. Son propre mécanisme d'adaptation était le travail et la routine disciplinée qui l'avaient maintenu en vie dans les zones de combat. Mais au fil des mois, Vincent a commencé à remarquer des changements subtils chez sa femme. Elle était devenue distante, passant des après-midi entiers loin de la maison sans explication claire. Son téléphone était toujours posé à l'envers sur les tables et elle avait pris l'habitude de sortir pour répondre aux appels. Lorsque Vincent l'interrogeait sur ces changements, Patricia citait des séances de thérapie de deuil ou des groupes de soutien, et il avait accepté ces explications car il lui faisait une confiance aveugle. La confiance, avait appris Vincent à l'armée, était le fondement de toute opération réussie. Sans elle, les équipes s'effondraient, les missions échouaient et des gens mouraient. Il avait bâti son mariage sur ce même principe, accordant à Patricia une confiance totale et attendant la même chose en retour. Debout dans son bureau en cette fraîche soirée de mars, Vincent examinait les rapports trimestriels de ses différents bureaux. Les affaires étaient florissantes, affaires d'espionnage industriel, protection des cadres et contrats de gestion de crise qui rapportaient plus d'argent qu'il n'aurait jamais imaginé. Son équipe était loyale, sa réputation impeccable et ses comptes en banque plus sains que jamais. Pourtant, quelque chose clochait. Ce n'était rien qu'il puisse quantifier ou analyser, juste l'instinct du soldat qui l'avait maintenu en vie lorsque la logique seule ne suffisait pas. Patricia se comportait bizarrement depuis des semaines, disparaissant pendant des heures et revenant avec des explications qui semblaient répétées.
Elle recevait également plus d'appels téléphoniques que d'habitude, s'éloignant toujours pour y répondre en privé. Vincent ferma les rapports financiers et se dirigea vers la fenêtre donnant sur le jardin d'Emma. Patricia l'entretenait méticuleusement, gardant chaque parterre de fleurs exactement comme leur fille l'avait souhaité. Le jardin était magnifique, mais c'était aussi un sanctuaire dédié à la perte, un rappel constant de ce qu'il n'avait pas su protéger. Demain, cela faisait 5 ans depuis la mort d'Emma. Vincent avait prévu de passer la journée sur sa tombe, comme chaque année. Patricia le rejoignait habituellement, mais cette année, elle avait mentionné un engagement antérieur, quelque chose à propos d'une retraite de thérapie de deuil prévue des mois à l'avance. Le téléphone de Vincent vibra, un SMS de Marcus Chin, son chef des opérations. Le patron a obtenu les vérifications d'antécédents que vous avez demandées sur la famille Morrison. Rien d'inhabituel dans les dossiers, mais je pensais que vous devriez le savoir. Le cousin de Patricia, Kevin, a été libéré de prison le mois dernier. Accusation de possession de drogue. Vincent fronça les sourcils. Patricia avait mentionné les problèmes de Kevin en passant, mais elle avait fait comme si c'était des infractions mineures au code de la route. Les accusations de drogue suggéraient un problème plus grave et les évasions de Patricia concernant sa famille prirent soudain un autre sens. Il était sur le point de répondre lorsqu'il entendit la voiture de Patricia s'engager dans l'allée. Vincent regarda sa montre, 21h47. Elle était partie ce matin-là pour ce qu'elle décrivait comme une séance de thérapie d'une journée. Mais la plupart des rendez-vous de thérapie légitime ne duraient pas aussi tard. Vincent s'éloigna de la fenêtre et s'installa derrière son bureau, ouvrant un dossier au hasard pour paraître occupé. Les pas de Patricia résonnèrent dans le hall, suivis du léger claquement de ses talons sur l'escalier en bois dur. Elle se rendait directement dans leur chambre sans s'arrêter pour prendre des nouvelles. Un autre petit écart par rapport à sa routine habituelle. 5 minutes plus tard, elle apparut dans l'embrasure de la porte de son bureau, vêtue de vêtements qu'il ne reconnaissait pas. La robe noire était plus moulante que son style habituel et elle était maquillée, bien qu'elle prétendît avoir passé la journée en séance de thérapie émotionnelle. « Comment s'est passée votre journée ?» demanda-t-elle, sa voix portant une gaieté forcée qui aiguisa l'instinct de Vincent. « Productif », répondit-il en scrutant son visage à la recherche d'indices. « Comment s'est passée la séance de thérapie ?»« Intense », dit Patricia en évitant tout contact visuel direct. « Le docteur Brennan pense que je progresse réellement dans mon travail de deuil. Elle veut que je participe à une retraite d'un week-end le mois prochain. »« C'est bien, » dit Vincent d'un ton neutre. « Où a lieu cette retraite ?» Patricia hésita une fraction de seconde, le temps que Vincent remarque « Upstat », une sorte de centre de bien-être près d'Albany. « Je vous donnerai les détails. » Vincent hocha la tête et reporta son attention sur le dossier, mais sa vision périphérique suivit les mouvements de Patricia. Elle était nerveuse, se balançant d'un pied sur l'autre d'une manière qui suggérait une tromperie. En 20 ans d'analyse des gens, d'abord comme soldat, puis comme spécialiste de la sécurité, Vincent avait appris à se fier à ces indicateurs subtils. « Je vais prendre une douche et me coucher », annonça Patricia. « Demain sera difficile, je sais. » Vincent dit que je serai debout. Peu après le départ de Patricia, Vincent ouvrit son ordinateur portable sécurisé et accéda aux ressources d'enquête privées gérées par son entreprise. En moins de 30 minutes, il confirma que le docteur Brennan était bien réel, que son cabinet était légitime et qu'elle dispensait des séances de thérapie de deuil. Cependant, selon le système de planification de son bureau, auquel les collaborateurs de Vincent avaient accès par des moyens pas tout à fait légaux, Patricia Morrison Holloway n'était pas répertoriée comme patiente. Vincent se renversa dans son fauteuil, traitant cette information avec la même approche méthodique qu'il avait utilisée pour analyser les positions ennemies en Afghanistan. Sa femme mentait sur ses allées et venues, recevait des appels téléphoniques suspects et affichait des comportements compatibles avec la tromperie. La question n'était pas de savoir si Patricia cachait quelque chose, mais ce qu'elle cachait et pourquoi. Il ouvrit un autre canal sécurisé et envoya un message à Sarah Kovalev, son agent de surveillance le plus compétent. Besoin d'une surveillance discrète de ma femme à partir de demain. Suivi complet des déplacements, communication, interception, documentation photographique, mission prioritaire. Vincent ferma l'ordinateur portable et se dirigea de nouveau vers la fenêtre, contemplant le jardin d'Emma, baigné par le clair de lune. Quelque part dans ces parterres de fleurs soigneusement entretenus se trouvait le fondement de tout ce autour duquel il avait construit sa vie, l'amour, la confiance et la croyance que certaines choses étaient sacrées et indestructibles. Si Patricia trahissait ce fondement,
elle apprendrait ce que chaque soldat ennemi et adversaire d'entreprise avait découvert. Vincent Holloway était un homme qui n'oubliait jamais une trahison et il n'en pardonnait jamais non plus. Chapitre 2, Fissure dans les fondations. Le matin du 5e anniversaire de la mort d'Emma se leva gris et froid, à l'image de l'humeur de Vincent alors qu'il se préparait pour le pèlerinage annuel au cimetière de Graceland. Il avait maintenu ce rituel chaque année depuis les funérailles, se rendre d'abord seul sur la tombe d'Emma, puis revenir l'après-midi avec Patricia pour leurs souvenirs partagés. Cette année semblait différente. Patricia était partie tôt, prétextant son chagrin. La retraite de conseil ne pouvait pas être reprogrammée. Elle l'avait embrassé sur la joue avec ce qui ressemblait à un véritable remords, promettant de se rendre sur la tombe d'Emma à son retour. Mais Vincent avait remarqué que le petit sac de voyage dans sa voiture était plus grand que nécessaire pour une excursion d'une journée et son explication concernant le lieu de la retraite avait changé d'Albany à un endroit près de Syracuse. Vincent se rendit au cimetière dans son Escalade noire, empruntant la route qui passait devant le café préféré de Patricia. Par curiosité, sa BMW argentée n'était pas sur le parking, malgré ses affirmations selon lesquelles elle s'y était arrêtée avant de se rendre à la retraite. Un autre petit mensonge dans un schéma croissant qui faisait hurler l'instinct de Vincent. Au cimetière, Vincent s'agenouilla près de la pierre tombale d'Emma, une simple plaque de granit sur laquelle était écrit « Emma Grace Holloway, fille bien-aimée ». Elle rendait tout beau. Vincent avait choisi ces mots car Emma possédait un don presque surnaturel pour trouver l'émerveillement dans les plus petites choses, un papillon se posant sur sa main, la façon dont la rosée du matin captait la lumière du soleil, les motifs complexes des pétales de fleurs. « Tu me manques, ma chérie », dit Vincent doucement en déposant des marguerites fraîches sur la tombe. « Ta mère te manque aussi, même si elle se comporte bizarrement ces derniers temps. Je pense qu'elle a plus de difficultés qu'elle ne le laisse paraître. » Vincent a passé 1 heure sur la tombe, partageant des nouvelles de son travail et racontant à Emma les nouveaux ajouts à son jardin. C'était une conversation à sens unique, mais elle a contribué à maintenir le lien qu'il avait toujours partagé avec sa fille. Emma avait été la seule personne qui pouvait le faire rire sincèrement, qui pouvait pénétrer son stoïcisme militaire avec sa curiosité contagieuse pour le monde. Alors qu'il s'apprêtait à partir, le téléphone de Vincent a vibré avec un message de Sarah Kovalev. Objet, départ de la résidence à 7h15. Actuellement à Riverside sur la route 7. Rencontre avec un homme non identifié, âgé d'environ 35 à 40 ans. Photo jointe. Vincent a ouvert les images et son monde a basculé. La première photo montrait Patricia assise en face d'un homme que Vincent ne reconnaissait pas, grand, aux cheveux noirs, portant une chemise boutonnée décontractée qui mettait en valeur sa carrure athlétique. Il se tenait la main par-dessus la table et Patricia souriait d'une manière que Vincent n'avait pas vue depuis des années. La deuxième photo les a montrés en train de s'embrasser sur le parking à côté d'un pick-up rouge. La troisième photo était pire, Patricia et l'inconnu entraient dans une chambre du Riverside Inn, la main de Patricia sur la poitrine de l'homme dans un geste d'intimité évidente. Vincent fixa les images un long moment, son entraînement militaire prenant le dessus pour réprimer la réponse émotionnelle menaçant de submerger son esprit analytique. Patricia n'était pas à une retraite de thérapie de deuil. Elle était avec un autre homme dans un hôtel le jour de l'anniversaire de la mort de leur fille, mentant sur ses allées et venues et trahissant 15 ans de mariage. Il a transféré les photos à son serveur sécurisé et a appelé Sarah. J'ai besoin d'une identification complète sur le courrier. Objet, vérification des antécédents, antécédents professionnels, casier judiciaire, situation financière, tout. Élargissez également la surveillance pour inclure le suivi des communications. Je veux savoir depuis combien de temps cela dure. Mettez-moi en copie, patron. Dois-je maintenir un contact visuel avec les sujets? Document affirmatif, tout, mais gardez une distance. Je ne veux pas qu'ils sachent qu'ils sont surveillés. Vincent rentra chez lui avec la précision d'un homme en pilotage automatique. Ses mains étaient fermement sur le volant, sa vitesse était exactement à la limite, son itinéraire efficace et direct. Mais à l'intérieur, quelque chose se démantelait systématiquement, la confiance qui avait ancré son mariage, la conviction que certaines choses restaient sacrées même dans un monde de trahison. De retour chez lui, Vincent se rendit directement dans son bureau et ouvrit l'ordinateur portable de Patricia. Il lui avait donné le mot de passe de ses ordinateurs personnels des années auparavant, en signe de confiance absolue, et elle lui avait rendu l'appareil. Cette confiance permettait désormais à Vincent d'accéder à des informations que Patricia n'avait manifestement pas l'intention de lui révéler. Son historique de messagerie révélait une série de messages supprimés, mais les connaissances en sécurité de Vincent lui avaient appris que rien n'était jamais vraiment supprimé.
Grâce à un logiciel de récupération utilisé par son entreprise pour les enquêtes d'entreprise, il récupéra des mois de communication entre Patricia et une personne identifiée uniquement sous le nom de Kay dans ses contacts. Le premier message récupéré datait d'il y a 8 mois. Patricia, c'était merveilleux de te revoir à la réunion de soutien au deuil. J'espère que nous pourrons poursuivre nos conversations sur la guérison. Votre force face à la perte est inspirante. Les messages progressent à partir de là, devenant de plus en plus personnels et intimes. Vincent a lu des mois d'échanges qui ont documenté une relation évoluant d'un prétendu soutien psychologique au deuil à une intimité émotionnelle, puis à une infidélité manifeste. Le dernier message envoyé ce matin-là était explicite dans sa planification, « J'ai hâte de te serrer dans mes bras aujourd'hui. Je sais que les anniversaires sont difficiles, mais nous surmonterons cela ensemble. Je t'aime. » D'accord, avait répondu Patricia. Je déteste mentir à Vincent, mais il ne comprendrait pas. Il est trop rigide, trop contrôlé. Il ne sait pas guérir ni laisser les autres guérir. Je t'aime aussi. À bientôt. Vincent ferma l'ordinateur portable et se dirigea vers son coffre-fort pour récupérer une bouteille de bourbon qu'il gardait pour les grandes occasions. Il versa 3 doigts du liquide ambré et s'assit dans son fauteuil en cuir, traitant l'information avec la même approche méthodique qu'il avait utilisée pour analyser les renseignements ennemis. Les faits étaient clairs. Patricia entretenait une liaison depuis au moins 8 mois, peut-être plus longtemps. Elle avait utilisé l'anniversaire de la mort de leur fille comme couverture pour un rendez-vous romantique avec son amant. Elle avait qualifié Vincent de rigide et contrôlé pour justifier sa trahison. Le plus dommageable, c'est qu'elle avait impliqué leur chagrin commun dans cette tromperie, utilisant une prétendue thérapie de deuil comme couverture. Le téléphone de Vincent vibra avec une mise à jour de Sarah. Sujet, identifié comme Keith Morrison, 38 ans, contremaître de construction chez Morrison Building Company. Divorcé, 2 enfants. Via Waterbury. Lien possible avec la famille du sujet, même nom de famille, lien enquêté, Morrison. Le nom de jeune fille de Patricia était Morrison, ce qui signifiait que Keith était probablement un parent, peut-être le cousin Kevin que Marcus avait mentionné ou un autre membre de la famille que Vincent avait rencontré. La trahison s'approfondissait, impliquant non seulement une infidélité mais aussi une tromperie sur les liens familiaux. Vincent termina son bourbon et commença à planifier avec la même approche systématique qu'il avait utilisée pour les opérations militaires et les missions de sécurité d'entreprise. Patricia avait commis plusieurs erreurs critiques, elle avait sous-estimé sa capacité à démasquer les tromperies. Elle avait utilisé la mémoire de leur fille pour couvrir sa trahison et avait impliqué des membres de sa famille dans un complot contre lui. Il ne s'agissait pas seulement d'erreurs tactiques, mais d'insultes personnelles qui exigeaient des conséquences. Vincent ouvrit son ordinateur portable sécurisé et commença à faire des recherches sur le passé de Keith Morrison, emploi, situation financière et relations personnelles. En 2 heures, il disposait d'un profil complet de l'amant de sa femme, un ouvrier du bâtiment divorcé aux finances marginales, avec des antécédents d'accident du travail et 2 enfants qu'il subvenait à peine à ses besoins grâce à une pension alimentaire régulière. Patricia avait quitté son mariage avec un homme d'affaires prospère qui lui assurait luxe et sécurité pour une liaison avec un ouvrier qui parvenait à peine à gérer sa propre vie. La motivation n'était clairement pas l'amélioration financière, c'est-à-dire une attirance émotionnelle ou purement physique. L'expérience militaire de Vincent lui avait appris que les ennemis révélaient souvent leurs faiblesses par leur choix. Le choix de Patricia d'impliquer des membres de sa famille suggérait qu'elle était émotionnellement dépendante de leur soutien. Les difficultés financières de Keith indiquaient qu'il pouvait être mis sous pression par un effet de levier économique. Tous deux avaient des enfants ou des beaux-enfants qui pourraient être affectés par la révélation publique de leur relation. Plus important encore, Patricia et Keith avaient tous deux quelque chose à perdre si leur liaison devenait publique, le style de vie confortable et le statut social de Patricia, l'emploi de Keith et sa relation avec ses propres enfants. Vincent commença à élaborer un plan qui démantèlerait systématiquement tout ce que Patricia et Keith valorisaient, avec la même précision et la même minutie qu'il avait appliquée aux cibles ennemies à l'étranger. Mais ce ne serait pas une frappe rapide. Ce serait une campagne méthodique destinée à leur faire comprendre le véritable coût de la trahison de Vincent Holloway. Son téléphone sonna avec le numéro de Patricia. Vincent, laisse tomber sur la messagerie vocale, puis écoute son message. Salut chérie. Je voulais juste prendre des nouvelles de la retraite. C'était très émouvant, mais utile. Je devrais être à la maison vers 20h ce soir, je t'aime. Vincent garda le message comme preuve et retourna à ses préparatifs. Patricia trouverait effectivement cette journée émouvante, mais pas de la manière dont elle l'espérait.
lorsque Vincent en aurait terminé avec elle et Case Morrison, ils comprendraient tous deux que certaines trahisons entraînaient des conséquences bien plus durables que le plaisir qu'elles procuraient. Le jardin d'Emma était visible à travers la fenêtre de son bureau, rappelant toute la pureté et l'innocence perdue. Patricia avait pollué ce souvenir en utilisant l'anniversaire de la mort de leur fille comme couverture pour un adultère. Rien que pour cela, Vincent veillerait à ce qu'elle paie un prix à la hauteur de sa trahison. Chapitre 3 : Les voies du jardin. Vincent passa l'après-midi à établir méthodiquement des profils de surveillance sur Patricia et Case Morrison. À 17h, il disposait d'informations détaillées sur leur routine, leurs associés connus, leur vulnérabilité financière et leurs relations personnelles. Patricia rentrerait bientôt chez elle, espérant reprendre une vie normale tout en entretenant ses mensonges soigneusement construits. Vincent avait d'autres plans. Il prépara le dîner ou le saumon aux asperges préférés de Patricia et ouvrit une bouteille de vin qu'ils avaient réservée pour une occasion spéciale. Aux yeux de tout observateur, il semblait qu'ils préparaient une soirée romantique en mémoire de leur fille. En réalité, Vincent créait une base pour le comportement de Patricia, établissant ses réactions normales, avant de commencer à faire pression. À 20h17, la BMW de Patricia s'arrêta dans l'allée. Vincent l'observa par la fenêtre de la cuisine, assise dans la voiture pendant près de 3 minutes, semblant se calmer, avant d'entrer. Lorsqu'elle entra enfin par le vestiaire, son expression était soigneusement neutre, le visage de quelqu'un qui avait passé la journée à s'exercer à la tromperie. « À comment s'est passée la retraite ?» demanda Vincent en l'embrassant avec la même chaleur qu'il lui avait témoigné pendant 15 ans de mariage. « Difficile, mais utile », répondit Patricia en lui rendant son étreinte avec ce qui semblait être une affection sincère. Le docteur Brennan présenta de nouvelles techniques pour gérer le deuil. « Je pense qu'elle pourrait vraiment aider. » Vincent étudia son visage, notant les micro-expressions qui indiquaient à la fois un soulagement et une anxiété persistante. Patricia était déterminée à maintenir son mensonge, ce qui suggérait qu'elle considérait cette liaison comme plus qu'une simple indiscrétion passagère. « Je suis content que tu trouves la guérison, » dit Vincent. « J'ai préparé le dîner, pensant que nous pourrions honorer la mémoire d'Emma ensemble. » Les yeux de Patricia se remplirent de larmes qui semblaient sincères. « C'est parfait. J'ai pensé à elle toute la journée. » Ils dînèrent, discutant des plats préférés d'Emma et de ses souvenirs d'enfance. Patricia semblait plus détendue qu'elle ne l'avait été depuis des semaines, comme si sa journée avec Case avait en quelque sorte rafraîchi sa capacité à se connecter avec Vincent. L'ironie ne lui échappa pas, sa femme était plus affectueuse lorsqu'elle le trompait activement que pendant leur période de difficulté conjugale. Après le dîner, ils se dirigèrent vers le salon avec du vin. Patricia se blottit contre Vincent sur le canapé, la tête sur son épaule, dans un geste qui avait semblé naturel mais qui semblait maintenant calculé. « Je veux visiter le jardin d'Emma avant d'aller me coucher, » dit doucement Patricia. « Veux-tu venir avec moi ?» Vincent accepta, bien que la demande le troublât. Patricia lui demandait de partager l'espace sacré de leur fille après avoir passé la journée dans le lit d'un autre homme. L'infraction lui parut profonde, mais Vincent dissimula sa réaction derrière l'expression stoïque qui lui avait servi dans d'innombrables situations stressantes. Ils traversèrent le jardin ensemble, Patricia lui montrant les nouveaux bourgeons annonçant l'arrivée du printemps. Emma adorait cette période de l'année, lorsque le jardin sortait de sa torpeur hivernale pour montrer les premiers signes d'une vie nouvelle. Patricia entretenait l'espace avec un soin obsessionnel, comme si s'occuper des fleurs préférées d'Emma pouvait, d'une certaine manière, maintenir un lien avec leur fille disparue. « Elle aurait eu 12 ans cette année, » dit Patricia en s'arrêtant près des rosiers qu'Emma avait aidé à planter lors de son dernier été. « Assez grande pour participer à l'aménagement du jardin, et peut-être développer ses propres préférences en matière de couleurs et d'agencement. » Vincent hocha la tête, se souvenant des plans détaillés d'Emma pour agrandir les parterres de fleurs et ajouter un sanctuaire de papillons. Sa fille possédait une compréhension sophistiquée de la botanique pour une si jeune enfant, capable d'identifier les espèces de plantes et de comprendre leurs besoins de croissance avec une précision remarquable. Ils restèrent dans un silence confortable pendant plusieurs minutes, tous deux perdus dans les souvenirs de l'enthousiasme d'Emma pour le jardin et de ses plans pour son développement futur. Vincent était sur le point de suggérer qu'ils entrent lorsque Patricia halta brusquement et lui attrapa le bras. « Vincent » murmura-t-elle d'une voix crispée par le choc. « La vois-tu » Vincent suivit le regard de Patricia vers le coin le plus éloigné du jardin où le sanctuaire à papillons d'Emma avait été planifié, mais jamais construit. Au début, il ne vit rien d'inhabituel, juste la silhouette ombragée de l'abri de jardin et du grand chêne où Emma lisait les après-midi d'été. Puis il aperçut du mouvement.
Une petite silhouette se tenait près du chêne, à peine visible au clair de lune, mais indéniablement de la taille d'un enfant. L'entraînement militaire. De Vincent se fit immédiatement sentir, sa main se dirigeant instinctivement vers l'arme dissimulée qu'il portait toujours sur lui. Mais à mesure que ses yeux s'habituèrent à l'obscurité, la silhouette se précisa et l'esprit rationnel de Vincent peina à assimiler ce qu'il voyait. L'enfant semblait avoir environ 7 ans, les cheveux longs et portait ce qui ressemblait à une robe blanche ou à une chemise de nuit. Elle était parfaitement immobile, tournée vers Vincent et Patricia, avec une expression qu'ils ne pouvaient distinguer à cette distance. « Emma » appela doucement Patricia, la voix brisée par l'émotion. La silhouette leva une main, comme pour faire un signe de la main, puis se dirigea vers eux, du pas prudent et mesuré d'un enfant évoluant en territoire familier dans une lumière limitée. À mesure qu'elle approchait, l'esprit logique de Vincent catalogua des détails impossibles. Les cheveux de l'enfant étaient de la teinte auburn exacte qu'Emma avait héritée de Patricia. Sa taille et sa corpulence correspondaient aux proportions d'Emma à 7 ans, et ses mouvements affichaient la grâce distinctive dont Emma faisait preuve, même enfant. « Papa, je suis rentré », dit l'enfant, sa voix résonnant à travers le jardin avec une clarté parfaite. Le monde de Vincent bascula. La voix était indéniablement celle d'Emma, ni semblable, ni réminiscente, mais exactement du même ton, de la même hauteur et de la même cadence que leur fille avait utilisée. Patricia émit un bruit étranglé et trébucha en arrière contre Vincent, tout son corps tremblant. « Ce n'est pas possible », murmura Vincent, mais tout en parlant, l'enfant continua d'avancer avec la confiance caractéristique d'Emma dans le jardin qu'elle aimait tant. Lorsqu'elle fut suffisamment proche pour Vincent ne put distinguer clairement son visage, mais son esprit analytique s'éteignit. L'enfant était Emma, mêmes yeux verts, même tache de rousseur éparse sur le nez, même sourire légèrement en coin. C'était le trait le plus attachant d'Emma. Elle était exactement comme le jour de sa mort, en bonne santé, pleine de vie et incroyablement présente dans le jardin où ses cendres avaient été dispersées 5 ans plus tôt. « Je n'en croyais pas mes yeux », murmura Vincent, les mots venant automatiquement tandis que son esprit conscient peinait à assimiler le scénario impossible qui se déroulait devant lui. Emma regarda Patricia droit dans les yeux et Vincent vit des larmes couler sur le visage de sa fille, ou sur celui de ceux qui se tenaient devant eux, portant l'apparence d'Emma. « En fait, maman, » dit Emma, sa voix portant un poids de savoir qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait posséder. « Je dois te dire quelque chose d'important à propos de Case Morrison, des mensonges que tu as racontés à papa, de ce que tu as fait les jours où tu étais censé honorer ma mémoire. » Patricia fit un bruit d'animal blessé et s'effondra à genoux dans la terre du jardin. Vincent resta debout, son esprit s'emballant pour comprendre comment cette apparition, qu'elle soit réelle, surnaturelle ou une sorte d'hallucination élaborée, pouvait bien être au courant de la liaison de Patricia. « Mais tu n'es pas réel, » haleta Patricia. « Mais tu ne peux pas être réel. Emma est morte. Je l'ai regardée mourir. Je l'ai tenue dans mes bras lorsqu'elle a rendu son dernier souffle. » La silhouette qui semblait être Emma inclina la tête avec la même expression curieuse que leur fille avait utilisée face à une question complexe. « Je suis réel, mère. Assez réel pour voir ce que tu faisais. Assez réel pour savoir comment tu as trahi l'homme qui nous aimait tous les deux plus que sa propre vie. Assez réel pour lui dire la vérité. Tu t'es caché. » L'esprit tactique de Vincent se remit à fonctionner, analysant la situation avec la même approche systématique qu'il utilisait pour toute opération de renseignement. Qu'il s'agisse de l'esprit d'Emma, d'une hallucination provoquée par le chagrin, partagé par lui et Patricia, ou d'un autre phénomène qu'il ne pouvait expliquer, la silhouette lui apportait la confirmation d'informations qu'il avait déjà découvertes grâce à la surveillance. Plus important encore, la réaction de Patricia suggérait qu'elle croyait réellement voir leur fille morte. Sa culpabilité et son choc étaient sincères, ce qui signifiait que Vincent pouvait profiter de cet instant pour extraire des informations qu'il n'aurait pas révélées en temps normal. « Et Emma » dit Vincent prudemment, la voix ferme malgré la impossibilité de la situation. « Que veux-tu me dire à propos de ta mère et de Case Morrison ?» L'apparition se tourna vers Vincent avec une expression de profonde tristesse. « Elle te ment depuis 8 mois. Père le rencontrait dans des hôtels sous prétexte de suivre une thérapie de deuil. Utilisant ma mort pour couvrir sa trahison, elle lui dit, tu es trop rigide et contrôlé pour comprendre la guérison, et elle a besoin de quelqu'un qui puisse l'aider à gérer des émotions que tu es censé ne pas pouvoir gérer. » Patricia sanglotait, les mains pressées contre son visage comme pour masquer la vision ou les accusations. Vincent sentit une froide clarté l'envahir, non seulement à cause de la révélation surnaturelle, mais aussi à cause de la culpabilité et de la honte de Patricia affichée si ouvertement. « Elle envisage de te quitter, père », continua Emma.
Case fait pression sur elle pour qu'elle divorce et emménage avec lui. Elle a transféré de l'argent sur des comptes secrets que Case l'a aidé à ouvrir. Il planifiait cela depuis des mois. Vincent assimila cette information avec le même calme qu'il avait manifesté lors de la réception des renseignements. Briefing sur les positions ennemies. Patricia ne se contentait pas de tromper, elle prévoyait activement d'abandonner leur mariage et de voler des biens. La trahison était totale et préméditée. « Pourquoi me racontes-tu ça ?» demanda Vincent à l'apparition. « Parce qu'elle s'est servie de ma mémoire pour dissimuler ses mensonges », répondit Emma, la voix chargée d'une colère qui semblait trop mature pour son âge apparent. « Parce qu'elle a trahi un homme qui s'est battu plus que quiconque pour me sauver la vie. Parce que certaines trahisons sont trop grandes pour être pardonnées ou oubliées. » Emma se retourna vers Patricia, toujours agenouillée dans la terre du jardin. « Tu as jusqu'à demain matin pour lui dire la vérité, mère, toute la vérité. Si tu ne le fais pas, je reviens demain soir et je ne serai pas seul. » La silhouette qui semblait être Emma commença à reculer vers le chêne, sa silhouette devenant moins distincte à mesure qu'elle s'éloignait d'eux. Lorsqu'elle atteignit l'ombre sous l'arbre, elle disparut, laissant Vincent et Patricia seuls dans le jardin, avec pour seul bruit les sanglots entrecoupés de Patricia. Vincent aida Patricia à se relever et la ramena à la maison, son esprit travaillant déjà sur les implications de tout ce dont il avait été témoin. Que l'apparition d'Emma ait été surnaturelle, psychologique ou autre, elle lui avait fourni des informations cruciales sur les plans et les motivations de Patricia. Plus important encore, cela lui avait donné un moyen de pression. Patricia croyait clairement avoir vu leur fille morte et cette expérience avait complètement brisé son sang-froid. Vincent pouvait utiliser sa culpabilité et sa peur pour extraire toute la vérité sur sa liaison et ses projets de le quitter. Il pourrait alors commencer à mettre en œuvre les conséquences qui feraient comprendre à Patricia et Case Morrison le véritable prix de la trahison de Vincent Holloway. Lorsqu'ils entrèrent dans la maison, Patricia tremblait et pleurait encore. Vincent la guida jusqu'au salon et lui servit un verre de vin, jouant le rôle d'un mari inquiet tandis que son esprit calculait les avantages tactiques que cette nuit lui avait apportés. Ce n'était pas réel. Patricia répétait sans cesse, ça ne pouvait pas être réel. Je l'ai vu aussi, dit Vincent doucement, et elle semblait savoir des choses sur vos activités qu'elle n'aurait pu savoir à moins que quelqu'un ne le lui dise, quelqu'un qui nous observe. Patricia leva les yeux vers lui avec terreur, pas seulement la peur de l'expérience surnaturelle, mais la peur d'être découverte. Elle connaissait suffisamment Vincent pour savoir quand il opérait en mode tactique et elle commençait à comprendre que sa tromperie soigneusement construite s'effondrait. Nous devons parler, dit Vincent en s'installant dans son fauteuil en face d'elle, de deuil, de thérapie, de retraite qui n'existe pas, de rendez-vous à l'hôtel avec des hommes que je n'ai jamais rencontrés, de la vérité que vous avez cachée en utilisant la mémoire de notre fille comme couverture. Le visage de Patricia devint blanc et Vincent sut que la véritable confrontation allait commencer. Chapitre 4, la vérité dévoilée. Patricia était assise, figée sur le canapé du salon, son verre de vin tremblant dans ses mains, tandis que Vincent s'installait dans son fauteuil en cuir avec la précision calme d'un interrogateur militaire. La rencontre surnaturelle dans le jardin avait arraché son sang-froid soigneusement entretenu, la laissant à vif et psychologiquement vulnérable. Vincent avait appris pendant son service militaire que le meilleur moment pour extraire des informations était immédiatement après un choc ou un traumatisme. La conviction de Patricia d'avoir vu leur fille morte avait créé exactement le genre de rupture psychologique qui la rendait plus susceptible de révéler des vérités qu'elle avait jusque-là cachées. J'ai mené ma propre enquête, dit Vincent doucement, sa voix portant le ton neutre qu'il avait perfectionné lors des briefings de combat. Je sais pour Case Morrison. Je sais pour le Riverside Inn. Je sais pour les comptes bancaires et les transferts d'argent. Ce que je veux comprendre, c'est pourquoi le visage de Patricia s'est décomposé et qu'elle s'est remise à pleurer, des sanglots profonds et déchirants qui semblaient provenir d'un endroit profond et brisé en elle. Vincent l'observait sans la réconforter, scrutant ses réactions à la recherche de véritables remords ou de manipulation. « Depuis combien de temps le savez-vous » demanda finalement Patricia. « Je me doutais que quelque chose clochait depuis des semaines. » Vincent répondit. « Je l'ai confirmé ce matin quand vous ne vous êtes pas présenté au centre de soutien au deuil que vous prétendiez fréquenter. Mes collaborateurs documentent vos activités depuis. » Patricia leva les yeux vers lui avec une stupeur qui semblait sincère. « Vos collaborateurs ? Je dirige une entreprise de sécurité, Patricia. La surveillance et l'enquête sont des compétences essentielles. Pensiez-vous vraiment pouvoir mener une liaison de 8 mois sans que je finisse par la découvrir ? » Patricia posa son verre de vin et entoura sa silhouette de ses bras,
une posture défensive qui suggérait qu'elle commençait à comprendre l'ampleur de sa situation. Vincent disposait de ressources qu'elle n'avait jamais envisagées, et ses tentatives de tromperie amateur avaient été minutieusement déjouées par des professionnels du renseignement. « Case est mon cousin », dit doucement Patricia, le neveu de ma mère. Il est retourné dans le Connecticut après son divorce et a commencé à fréquenter le groupe de soutien au deuil où je recevais de l'aide après la mort d'Emma. Vincent hocha la tête, plaçant cette information à côté de ce que ses recherches avaient déjà révélé. Quand la relation est-elle devenue intime? Il y a 8 mois, admit Patricia. Mais nous étions amis avant cela. Il comprenait ce que je traversais d'une manière inimaginable. Il a aussi perdu quelqu'un. Son père est décédé d'un cancer. À la même époque, Emma est tombée malade. Vincent observa l'expression de Patricia, notant son ton défensif qui suggérait qu'elle avait rationalisé la liaison en la qualifiant de soutien émotionnel plutôt que de trahison. C'était un comportement courant chez les conjoints infidèles. Ils présentaient leur infidélité comme une réponse à des besoins légitimes auxquels leur mariage ne répondait pas. « Parlez-moi des transferts d'argent », dit Vincent. Le visage de Patricia redevint blanc. « Comment avez-vous pu ne pas vous en soucier ? Case a des problèmes financiers depuis son divorce, pension alimentaire, frais juridiques. Son travail est irrégulier. Je l'ai aidé occasionnellement. Vous avez transféré 47 000 $ sur des comptes qu'il contrôle au cours des 6 derniers mois, a déclaré Vincent, révélant l'étendue de son enquête. Ce n'est pas une aide occasionnelle, c'est un soutien financier systématique à votre amant, utilisant les biens matrimoniaux. Patricia le fixait avec une horreur croissante. Vous avez surveillé nos comptes bancaires. J'ai tout surveillé, Patricia, appels téléphoniques, SMS, emails, transactions financières, habitudes de voyage, activités sur les réseaux sociaux. Votre liaison avec Case Morrison est minutieusement documentée, y compris votre projet de me quitter et d'établir une relation permanente avec lui. Vincent a ouvert son ordinateur portable et a montré plusieurs photos prises par Sarah ce jour-là. Patricia et Case s'enlaçaient à l'hôtel, entraient ensemble dans la chambre, les mains de Case sur son corps, d'une manière qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. « Voilà ce que vous faisiez sur notre anniversaire de la mort de ma fille, » dit Vincent, sa voix calme malgré la rage qui montait en lui, utilisant le souvenir d'Emma comme couverture pendant que tu trahissais 15 ans de mariage. Patricia regarda les photos et se remit à pleurer, mais cette fois, ses larmes semblaient chargées de honte plutôt que de peur. « Je sais à quoi ça ressemble, mais tu ne comprends pas ce que j'ai traversé, le chagrin, la solitude, le sentiment que tu t'étais refermé émotionnellement après la mort d'Emma. Alors tu as décidé de gérer ton deuil à cause de ton cousin dans des chambres d'hôtel, tout en mentant sur tes séances de thérapie. » Vincent dit son franc-parler militaire, coupant court aux tentatives de rationalisation de Patricia. Patricia tressaillit à son langage, mais continua d'essayer de m'expliquer. Case comprenait ce que je ressentais. Il m'a aidé à gérer des émotions que je ne pouvais pas partager avec toi, car il était devenu distant et concentré sur son travail après la mort d'Emma. Vincent se pencha en avant. Son regard se fixa sur le visage de Patricia avec l'intensité qu'il avait autrefois utilisée pour interroger les combattants ennemis. Je me suis investi dans le travail parce que nous avions perdu notre fille et j'essayais de construire une sécurité financière pour notre avenir. Tu t'es lancé dans une liaison parce que faire face au deuil en tant que couple marié était apparemment trop difficile à gérer. Ce n'était pas censé arriver, a déclaré Patricia à Weekly. Case et moi étions juste amis au début, mais tu travaillais 18 jours par jour, tu voyageais constamment, et quand tu étais à la maison, tu semblais inaccessible. Case était là quand j'avais besoin de parler à quelqu'un. Vincent a traité cette explication avec un détachement clinique. Patricia décrivait un schéma classique d'infidélité émotionnelle dégénérant en trahison physique, justifié par une négligence perçue au sein du mariage. Mais sa chronologie ne correspondait pas aux preuves qu'il avait rassemblées concernant sa tromperie. Vous avez commencé à mentir sur vos allées et venues 3 mois avant votre première relation sexuelle documentée avec Case. Vincent a déclaré, cette liaison émotionnelle a commencé bien plus tôt que vous ne l'admettez et vous avez délibérément choisi de la poursuivre au lieu d'aborder directement nos problèmes conjugaux. Patricia a semblé stupéfaite que Vincent ait une connaissance aussi détaillée de ses activités. Vous m'espionnez depuis des mois. Je me protège pour ne pas me faire avoir par quelqu'un en qui j'avais une confiance absolue, a répondu Vincent, une confiance que vous avez systématiquement violée. Tout en utilisant la mort de notre fille comme justification pour trahir notre mariage, Vincent a ouvert un autre fichier sur son ordinateur portable affichant des relevés financiers indiquant les comptes secrets de Patricia et l'argent qu'elle avait transféré à Case.
Tu m'as parlé de ton projet de me quitter et d'emménager avec Case Morrison. Le visage de Patricia devint tout blanc. Comment as-tu pu savoir ça? Parce que je sais tout, Patricia, chaque conversation, chaque plan, chaque mensonge que tu as proféré pour brouiller les pistes. Ce que je veux comprendre, c'est si tu avais l'intention de demander le divorce ou de simplement disparaître avec le maximum de ces biens communs que tu pouvais voler. Patricia se leva brusquement et commença à faire les 100 pas, son sang-froid finissant par craquer complètement sous le poids de la connaissance approfondie de Vincent quant à sa tromperie. C'est insensé. Vous surveillez votre propre femme comme si j'étais un criminel. Vous êtes un criminel, dit calmement Vincent. Vol de biens matrimoniaux, escroquerie pour obtenir ces biens, complot avec Case Morrison pour me dépouiller de biens et d'argent. Votre liaison est un adultère, mais vos activités financières constituent de véritables crimes. Patricia s'arrêta de faire les 100 pas et le fixa avec une panique croissante. Vous n'êtes pas sérieux. Vous ne voudriez pas me faire arrêter. Vincent ferma son ordinateur portable et fixa Patricia du même regard froid qu'il avait autrefois réservé à ses ennemis qui avaient sous-estimé ses capacités. Vous avez utilisé la mort de notre fille comme prétexte pour trahir notre mariage, voler notre argent et projeter de m'abandonner pour un ouvrier du bâtiment incapable de subvenir aux besoins de ses propres enfants. Qu'est-ce qui vous fait croire que je n'utiliserai pas tous les recours juridiques possibles? Patricia se laissa retomber sur le canapé, les mains tremblantes, prenant enfin conscience de l'ampleur de sa situation. Vincent avait des preuves exhaustives de son infidélité et de ses problèmes financiers. Des crimes, recueillis grâce à des méthodes de surveillance professionnelle qu'elle ne soupçonnait pas qu'il soit capable de déployer. « Que voulez-vous » demanda Patricia d'une voix calme. « Je veux la vérité complète sur votre relation avec Case Morrison, votre projet de me quitter et tous ceux qui vous ont aidé à dissimuler cette trahison, » dit Vincent. « Ensuite, je veux que vous compreniez les conséquences de vos actes. » Patricia regarda vers la fenêtre donnant sur le jardin d'Emma, comme si elle voyait encore l'apparition qui leur était apparue plus tôt. Et si Emma revenait? Et si elle vous disait des choses que je ne veux pas révéler? Vincent étudia l'expression de Patricia, réalisant qu'elle était sincèrement terrifiée par une nouvelle rencontre surnaturelle. S'ils croyaient ou non à l'apparition de l'esprit de leur fille? Patricia y croyait clairement, et cette peur la rendait plus coopérative que n'importe quelle technique d'interrogatoire qu'il aurait pu employer. Emma m'a déjà raconté les détails importants, dit Vincent. Elle dit, tu prévois de me quitter depuis des mois, tu m'as décrite comme trop rigide et contrôlée pour comprendre la guérison, et tu as utilisé sa mémoire pour dissimuler tes mensonges. Penses-tu qu'elle pourrait révéler autre chose que tu préférerais me dire toi-même? Patricia s'entoura de nouveau de ses bras, luttant visiblement pour savoir quoi révéler. Case veut que je divorce et que j'emménage avec lui définitivement. Il me fait pression pour que je prenne la moitié de tout et que je recommence avec lui. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit que j'avais besoin de plus de temps pour régler les aspects juridiques. Admis Patricia. Mais je comptais demander le divorce après l'été. Je voulais attendre que le 5e anniversaire de la mort d'Emma soit passé. Vincent assimila cette information avec une fureur froide. Patricia avait prévu d'attendre que l'anniversaire de la mort de leur fille soit derrière eux avant d'abandonner leur mariage, comme si ce timing rendait sa trahison plus acceptable. Et quelqu'un d'autre est impliqué dans ce plan? Demanda Vincent. Patricia hésita puis hocha la tête. À contre-cœur. Rebecca, la sœur de Case, l'a aidé à organiser les finances. Elle est avocate auxiliaire et s'est renseignée sur les lois relatives au divorce et les stratégies de partage des biens. Vincent a pris note d'ajouter Rebecca Morrison à sa liste de cibles pour enquête et conséquences potentielles. Le complot contre lui s'étendait aux membres de la famille de Case, ce qui signifiait que sa réponse devrait s'adresser à plusieurs participants. Voilà ce qui va se passer, dit Vincent en se levant et en se penchant pour surplomber Patricia. Tu vas appeler Case Morrison et lui dire que cette liaison est terminée immédiatement. Tu vas clôturer les comptes bancaires secrets et restituer chaque dollar volé. Ensuite, tu vas attendre que je décide des conséquences appropriées pour quelqu'un qui m'a trahi de cette manière. Patricia leva les yeux vers lui, la terreur dans les yeux. Quelles conséquences? Vincent sourit avec la même expression froide qu'il avait arborée face à des ennemis qui avaient commis l'erreur de le sous-estimer, le genre d'expression qui vous fera comprendre, avouez à Case Morrison, que trahir Vincent Holloway était la pire décision que vous ayez jamais prise. Chapitre 5 La toile de la tromperie. Le lendemain matin, Vincent mit en œuvre la première phase de son plan de réponse, tandis que Patricia restait dans leur chambre,
affirmant qu'elle était trop brisée émotionnellement pour affronter des activités normales. Vincent lui avait donné 24 heures pour couper tout contact avec Case Morrison et commencer à restituer l'argent volé, qu'elle obtempère ou non. Il allait de l'avant, avec des conséquences systématiques pour toutes les personnes impliquées dans la conspiration contre lui. Le premier appel de Vincent fut à Marcus Chin, son chef des opérations. « J'ai besoin d'un dossier opérationnel complet sur Case Morrison, sa sœur Rebecca Morrison et toute autre personne de leur famille immédiate ou de leur cercle social, vulnérabilité financière, dépendance professionnelle, exposition légale, relations personnelles susceptibles d'être exploitées. Collecte de renseignements à spectre complet. » « Jusqu'où voulez-vous qu'on aille, patron ?» demanda Marcus, comprenant que les demandes de Vincent signifiaient généralement que quelqu'un avait commis une erreur grave, suffisamment grave pour détruire sa vie. S'ils ne coopèrent pas pour corriger la situation qu'ils ont créée, Vincent répondit, « Je veux des leviers qui leur permettront de comprendre le véritable coût de leur décision. » Le deuxième appel de Vincent fut adressé à Jennifer Walsh, l'avocate qui s'occupait de ses affaires personnelles et professionnelles. Jennifer avait représenté Vincent lors de divers litiges commerciaux et comprenait sa préférence pour une pression juridique écrasante appliquée avec une précision chirurgicale. « J'ai besoin que les papiers du divorce soient préparés, » lui dit Vincent, « mais je veux qu'ils soient structurés de manière à maximiser les dommages financiers et à minimiser le partage des biens. Je préparerai également des dossiers criminels pour vol de biens matrimoniaux et fraude. » « Quelle est la situation ?» demanda Jennifer. Vincent lui fournit un résumé concis de la liaison de Patricia, qui a duré 8 mois, des transferts financiers à Case Morrison et d'un complot visant à l'escroquer de ses biens matrimoniaux. Jennifer écoutait sans interruption, prenant des notes qui lui permettraient d'élaborer des réponses juridiques visant à maximiser l'impact. L'adultère justifie un divorce pour faute. Dans le Connecticut, a déclaré Jennifer. Combiné à la fraude financière, nous pouvons plaider pour une pension alimentaire minimale et un partage des biens favorables. Les accusations criminelles pourraient aboutir à des condamnations pour crimes si le procureur décide de les poursuivre. Je veux que tout soit prêt, mais pas encore déposé, a indiqué Vincent. Je vais leur donner l'occasion de comprendre leur situation avant d'appliquer des sanctions irréversibles. Le troisième appel de Vincent était destiné à Tony Rodriguez, un détective privé spécialisé dans l'espionnage industriel qui avait parfois fourni des services dans des zones d'ombre juridiques. Tony comprenait que certains problèmes nécessitaient des solutions que les forces de l'ordre traditionnelles ne pouvaient pas apporter. « J'ai besoin d'une surveillance complète de Case Morrison et de sa sœur Rebecca, a déclaré Vincent. Mais j'ai également besoin que vous identifiez les points de tension dans leur vie personnelle, situations professionnelles susceptibles d'être influencées, relations susceptibles d'être compliquées, obligations financières susceptibles d'être accélérées. Tu veux qu'on développe notre influence ou qu'on se contente de recueillir des renseignements ?» demanda Tony. Je veux qu'ils comprennent que me trahir entraîne des conséquences qui vont bien au-delà de leur relation avec ma femme. À midi, Vincent avait mobilisé toutes les ressources de son entreprise de sécurité contre Case Morrison et sa famille. En quelques heures, il aurait des renseignements détaillés sur leur vulnérabilité, leurs relations et leur dépendance. Il pourrait alors commencer à faire pression avec la même approche systématique qu'il avait utilisée contre des cibles ennemies en Afghanistan. Patricia est sortie de leur chambre vers 14 heures, l'air hagard et dévasté. Elle pleurait visiblement depuis des heures et ses mains tremblaient tandis qu'elle tentait de se verser un café dans la cuisine. « Avez-vous contacté Case Morrison ?» demanda Vincent, étudiant sa réaction pour évaluer sa conformité à ses exigences. Patricia hocha la tête sans le regarder. « Je l'ai appelé ce matin. Je lui ai dit qu'on ne pouvait plus se voir. » Quelle a été sa réponse ? Il était en colère. Patricia a admis qu'il m'avait accusé de vous avoir laissé m'intimider. Il a dit, si je l'aimais, je ne te laisserai pas contrôler mes décisions. Vincent a enregistré cette information pour confirmer que Case Morrison allait poser problème et nécessiter une intervention plus agressive. Les hommes qui encourageaient les femmes à défier leur mari ne se laissaient généralement pas facilement décourager par de simples demandes de mettre fin à des relations inappropriées. « Avez-vous fermé les comptes bancaires ?» a demandé Vincent. Patricia a hésité, ce qui a permis à Vincent de répondre avant qu'elle ne parle. « J'en ai fermé un, mais Case a dit qu'il avait besoin de temps pour transférer de l'argent de l'autre compte avant que je ne le ferme. Il a des factures à payer immédiatement. » Vincent sentait une fureur froide monter en lui. Patricia continuait de privilégier les besoins financiers de Case Morrison à la réparation des dommages qu'elle avait causés à leur mariage. Même après avoir été confrontée à des preuves exhaustives de sa trahison, elle continuait à soutenir financièrement son amant.
Combien d'argent Case Morrison contrôle-t-il encore, a demandé Vincent. Environ 15 000 $, dit Patricia d'une voix calme, mais il promit de le rendre dans la semaine. Vincent alla à son ordinateur portable et accéda au système de surveillance financière de son entreprise. En quelques minutes, il confirma qu'aucun argent n'avait été reversé sur leur compte joint et que Case Morrison avait effectivement retiré des fonds supplémentaires ce matin-là. Et Case Morrison a retiré 3 000 $ supplémentaires il y a 2 heures, dit Vincent en montrant à Patricia les relevés de transactions. Il n'a pas l'intention de vous rendre votre argent. Il compte en prendre le plus possible avant que vous ne repreniez le contrôle des comptes. Patricia fixa l'écran d'ordinateur, de plus en plus choquée. C'est impossible. Case répondit qu'il devait simplement payer son loyer et sa pension alimentaire avant de rendre le reste. Vincent accéda aux relevés financiers supplémentaires fournis par Marcus concernant les habitudes de dépenses de Case Morrison. Case Morrison a dépensé 400 $ dans un bar sportif hier soir après que vous ayez appelé pour mettre fin à votre relation. Il a dépensé 600 $ supplémentaires dans un magasin d'électronique ce matin. Il ne paie pas ses factures. Il dépense sans compter avec l'argent qu'il a volé à notre mariage. Patricia s'affala sur une chaise de cuisine, le visage pâle, réalisant que Case Morrison la volait alors même qu'elle essayait de le protéger de l'enquête de Vincent. Je croyais qu'il m'aimait. Je le trouvais différent des autres hommes que j'avais connus. C'est un ouvrier du bâtiment avec des finances marginales et un passé de relations ratées, dit Vincent sans détour. Il voyait en toi une opportunité d'améliorer sa situation grâce à ton accès à mon argent. Dès que tu es devenu un handicap au lieu d'un atout, il a commencé à voler tout ce qu'il pouvait. Vincent ouvrit un autre dossier contenant des photos de surveillance des activités de Case Morrison ce matin-là. Les images montraient Case avec une femme que Vincent ne reconnaissait pas, partageant le petit déjeuner dans un restaurant chic, puis entrant ensemble dans une bijouterie. « Et qui est cette femme » demanda Vincent en montrant les photos à Patricia. Patricia fixa les images avec une horreur croissante. C'est son ex-femme, Lisa. Il m'a dit qu'elle essayait de se réconcilier avec lui, mais il a dit qu'il n'était pas intéressé parce qu'il était engagé dans notre relation. Vincent a sorti d'autres photos de surveillance montrant Case et Lisa Morrison entrant ensemble dans un hôtel. Après avoir quitté la bijouterie, il a acheté des bijoux pour son ex-femme avec l'argent qu'il avait volé à notre mariage, puis l'a emmené dans une chambre d'hôtel pour ce qui était manifestement une réconciliation amoureuse. Patricia s'est remise à pleurer, mais cette fois, ses larmes semblaient porter la trahison et la colère plutôt que le chagrin. Il me trompait pendant que je te trompais. Il utilisait notre argent pour courtiser son ex-femme. Ce qui signifie que Case Morrison n'est pas seulement un adultère et un voleur, a déclaré Vincent. C'est aussi un manipulateur qui vous a manipulé pour accéder à des ressources financières tout en entretenant d'autres relations dont vous ignoriez l'existence. Vincent a éteint l'ordinateur portable et a fixé Patricia du même regard froid qu'il avait utilisé lors des interrogatoires militaires. C'est l'homme pour qui tu as choisi de trahir notre mariage. Voilà l'homme que tu as décrit comme compréhensif et encourageant, alors que tu me reproches d'être rigide et autoritaire. Voilà l'homme avec qui tu comptais divorcer et refaire ta vie. Patricia se serra dans ses bras, visiblement bouleversée par l'ampleur de la tromperie de Case Morrison. J'ai été tellement idiote que j'ai cru tout ce qu'il m'a dit sur son désir de construire un avenir ensemble. Tu as été idiote. Vincent acquiesça sans chercher à atténuer ses propos, mais cela ne change rien au fait que tu as systématiquement trahi notre mariage, volé notre argent et utilisé la mémoire de notre fille pour couvrir tes mensonges. Le fait que Case Morrison soit un voleur manipulateur n'excuse pas tes choix. Patricia leva les yeux vers lui avec un regard désespéré. Que puis-je faire pour arranger ça ? Comment puis-je arranger ça ? Vincent réfléchit à sa question, se demandant si les remords apparents de Patricia étaient sincères ou s'il s'agissait simplement d'une autre tactique de manipulation destinée à éviter les conséquences. Son choc en découvrant les trahisons supplémentaires de Case Morrison semblait réel, mais cela ne signifiait pas nécessairement qu'elle était prête à assumer l'entière responsabilité de ses propres actes. D'abord, tu vas m'aider à récupérer chaque dollar que Case Morrison a volé à notre mariage, a déclaré Vincent. Ensuite, tu vas me fournir des informations complètes sur tous ceux qui t'ont aidé à dissimuler cette liaison. Enfin, tu vas comprendre que ton mariage avec moi est terminé et que ton avenir dépend entièrement de ta coopération pour nettoyer le désordre que tu as créé. Patricia le fixa avec une panique croissante. Tu divorces. Notre mariage a pris fin au moment où tu as décidé de le trahir pour un ouvrier du bâtiment qui t'utilise manifestement à des fins financières, a répondu Vincent.
La seule question maintenant est de savoir si ce divorce se fera à l'amiable, en te permettant de conserver une certaine dignité et une sécurité financière, ou s'il se produira après des accusations criminelles qui ne te laisseront rien d'autre que des frais juridiques et un casier judiciaire. Patricia se remit à pleurer, comprenant enfin que ses choix avaient des conséquences qui allaient bien au-delà du plaisir passager de sa liaison avec Case Morrison. Vincent observa sa dépression nerveuse avec une satisfaction froide, sachant que ce n'était que le début de la justice qu'il obtiendrait de tous ceux qui l'avaient trahi. Son téléphone vibra, avec un message de Marcus Chin, dossier de renseignement complet prêt pour votre examen. Case Morrison et sa sœur ont de multiples vulnérabilités que nous pouvons exploiter, prêts à mettre en œuvre des plans opérationnels lorsque vous donnerez l'ordre. Vitsa répondit d'un seul mot, continuez. La destruction systématique de Case Morrison et de tous ceux qui l'avaient aidé commencerait dans les heures qui suivraient, et Vincent avait l'intention de s'assurer qu'ils comprennent que trahir Vincent Holloway impliquait des conséquences bien plus durables que les avantages temporaires qu'ils avaient retirés de leur tromperie. Chapitre 6, les titans de l'information. Vincent passa la soirée dans son bureau à examiner les dossiers de renseignements complets que Marcus avait compilés sur Case Morrison et ses co-conspirateurs. Les informations étaient plus dommageables que Vincent ne l'avait anticipé. La vie de Case Morrison reposait sur de mauvaises décisions, une irresponsabilité financière et des trahisons interpersonnelles. Cela créait de multiples leviers pour quelqu'un avec les ressources et les compétences de Vincent. Case Morrison travaillait pour Riverside Construction, une entreprise de taille moyenne qui détenait plusieurs contrats municipaux exigeant des vérifications d'antécédents et des habilitations de sécurité pour les travailleurs. Les accusations de possession de drogue portées contre Case 5 ans auparavant avaient été annulées, mais les proches de Vincent avaient accès à des dossiers qui pourraient raviver ces affaires criminelles si elles étaient dûment présentées aux autorités compétentes. Plus important encore, Case devait une pension alimentaire substantielle à son ex-femme, Lisa, et son emploi actuel était le seul obstacle à une saisie sur salaire qui réduirait ses revenus en dessous du niveau de survie. Les relations de Case avec ses deux enfants étaient déjà tendues en raison de son irresponsabilité financière, et toute interruption de son emploi détruirait probablement ses liens définitivement. Rebecca Morrison, la sœur de Case, travaillait comme assistante juridique pour un petit cabinet d'avocats spécialisé dans les affaires familiales. Elle avait aidé Case et Patricia à planifier leur stratégie financière, tout en gérant simultanément des formalités juridiques qui créaient des conflits d'intérêts avec ses obligations professionnelles. La situation professionnelle de Rebecca était précaire. Elle avait été verbalisée à 2 reprises pour problèmes d'assiduité et était actuellement en probation pour des infractions mineures au travail. Plus intéressant encore, la réconciliation de Case Morrison avec son ex-femme, Lisa, semblait principalement motivée par son besoin d'un logement stable. Case avait été expulsé de son appartement 3 mois auparavant pour non-paiement de loyer et séjournait depuis dans un motel bon marché. Sa liaison avec Patricia lui avait fourni des ressources financières pour sauver les apparences, mais la volonté de Lisa de le laisser réintégrer leur ancienne maison familiale lui offrait la stabilité qu'il ne pouvait atteindre seul. Vincent ouvrit son système de communication sécurisé et envoya des instructions coordonnées aux membres de son équipe. Au matin, Case Morrison et sa famille commenceraient à subir les conséquences qui leur feraient comprendre le véritable coût de leur complot contre Vincent Holloway. Marcus Chin a reçu l'ordre de contacter la société de cautionnement de Riverside Construction pour lui fournir des informations sur les antécédents de drogue de Case Morrison et ses récentes irrégularités financières. Les entreprises de construction ne pouvaient pas se permettre d'employer des travailleurs présentant des risques de responsabilité, et la position de Case deviendrait intenable une fois que son employeur aurait compris son passé et son exposition juridique actuelle. Tony Rodriguez a reçu l'ordre de contacter Lisa Morrison avec des preuves photographiques de la liaison de Case avec Patricia, ainsi que des documents financiers montrant que Case avait dépensé des biens matrimoniaux appartenant à un autre couple pour des cadeaux à sa maîtresse. Lisa Morrison était déjà en colère à cause des paiements irréguliers de pensions alimentaires pour enfants de Case. Apprendre qu'il avait financé une liaison tout en négligeant ses enfants entraînerait probablement des poursuites judiciaires immédiates. Jennifer Walsh a reçu l'autorisation de déposer des plaintes pénales contre Case Morrison pour vol et fraude, tout en préparant simultanément des poursuites civiles qui saisiraient tous les biens que Case pourrait tenter de cacher ou de transférer. La situation financière de Case était suffisamment précaire pour que même une pression juridique mineure crée un stress écrasant. Sarah Kovalev a reçu l'ordre de mettre en place une surveillance complète de Rebecca Morrison, afin de documenter toute activité susceptible de violer ses obligations éthiques professionnelles ou de créer une exposition juridique supplémentaire. Le poste d'assistante juridique de Rebecca l'obligeait à respecter certaines normes de conduite, et son implication dans le complot de Patricia pourrait entraîner des sanctions professionnelles qui détruiraient sa carrière.
Vincent a également préparé une pression psychologique qui serait appliquée à Case Morrison par le biais de canaux qu'il avait développés pendant son service militaire. Case Morrison était sur le point de découvrir que certains ennemis possédaient des ressources et des compétences bien supérieures à tout ce qu'il avait rencontré au cours de sa courte expérience civile. À minuit, Vincent a mis en œuvre la première phase de son plan opérationnel. Les appels téléphoniques de Vincent ont commencé avec David Kumar, le superviseur de Riverside Construction, qui est responsable du maintien des habilitations de sécurité et de la conformité réglementaire de l'entreprise. David devait une faveur à Vincent suite à une précédente consultation de sécurité et il comprenait que les recommandations de Vincent avaient un poids considérable dans la communauté d'affaires locale. Je dois porter certaines informations à votre attention concernant l'un de vos employés, a déclaré Vincent. Case Morrison a été impliqué dans des activités susceptibles d'engendrer des problèmes de responsabilité pour votre entreprise et de compromettre vos contrats municipaux. Vincent a fourni à David des informations soigneusement vérifiées sur ses antécédents en matière de drogue, ses problèmes juridiques actuels liés à des accusations de vol et son implication dans des fraudes financières. David l'a écouté avec une inquiétude croissante, comprenant que les entrepreneurs municipaux ne pouvaient pas se permettre d'embaucher des personnes ayant des antécédents judiciaires ou des problèmes juridiques persistants. Je vais devoir examiner son dossier professionnel et envisager nos options. David a déclaré, si ce que vous me dites est exact, le maintien de Case Morrison dans son emploi pourrait mettre en péril notre caution et notre couverture d'assurance. Le deuxième appel de Vincent a été adressé à l'inspectrice Lisa Rodriguez de l'unité des crimes financiers de la police d'État du Connecticut. Lisa était spécialisée dans les poursuites pour fraude liées au vol de biens matrimoniaux et avait collaboré avec l'entreprise de Vincent sur plusieurs enquêtes précédentes. J'ai des preuves de vol et de fraude systématique impliquant des biens matrimoniaux. Vincent lui a expliqué que les auteurs avaient transféré de l'argent sur des comptes qu'il contrôlait, tout en mentant sur l'utilisation prévue de ces fonds. Le montant total volé dépasse 50 000 $. Vincent a fourni à Lisa une documentation complète sur les transferts de Patricia à Case Morrison, ainsi que des preuves que Case avait menti sur ses intentions lors de la demande d'argent. Lisa a examiné les informations et a confirmé que les actions de Case correspondaient à la définition légale de fraude selon la loi du Connecticut. Ceci est tout à fait passible de poursuite. Lisa a déclaré, « J'aurai besoin que votre femme dépose une plainte officielle, mais nous pouvons engager des poursuites pénales contre Case Morrison, ce qui pourrait entraîner des condamnations pour crime. » Le troisième appel de Vincent a été adressé à l'employeur de Rebecca Morrison, l'avocat Michael Brennan, qui dirigeait le cabinet où Rebecca travaillait comme assistante juridique. Vincent a fait des recherches sur le parcours de Michael et a découvert qu'il était obsédé par le maintien de la réputation professionnelle de son cabinet et par la prévention de toute apparence de manquement à l'éthique. J'ai des informations sur l'un de vos employés qui suggèrent des violations éthiques potentielles, a déclaré Vincent à Michael. Rebecca Morrison a fourni des conseils juridiques aux parties impliquées dans une fraude conjugale, sans divulguer ses conflits d'intérêts ni obtenir une supervision adéquate. Vincent a détaillé l'implication de Rebecca dans la planification des stratégies financières de Patricia, tout en aidant Case Morrison à dissimuler ses actifs et à éviter les poursuites judiciaires. Michael a écouté avec une inquiétude évidente, conscient que les violations éthiques de son équipe de soutien pourraient entraîner des sanctions professionnelles contre l'ensemble de son cabinet. Je dois enquêter immédiatement sur ces allégations, a déclaré Michael. Si Rebecca a fourni des conseils juridiques non supervisés ou participé à des fraudes, son emploi dans ce cabinet sera immédiatement résilié. À 3 heures du matin, Vincent avait lancé une campagne systématique visant à détruire l'emploi, la situation juridique, la sécurité financière et les relations familiales de Case Morrison. Dans les 72 heures, Case Morrison se réveillait et découvrait que sa liaison avec Patricia l'avait attiré l'attention d'une personne aux ressources et aux compétences bien supérieures à ce qu'il avait imaginé. Vincent est retourné dans sa chambre et a trouvé Patricia toujours en vie. Réveillée, elle fixait le plafond avec une anxiété évidente. Elle l'avait entendu passer des coups de fil depuis son bureau et comprenait suffisamment les capacités de Vincent pour savoir qu'il appliquait les sanctions pour le vol et la tromperie de Case Morrison. « Qu'avez-vous fait » demanda Patricia à voix basse. « J'ai protégé nos intérêts et veillé à ce que Case Morrison subisse les conséquences de ses actes » répondit Vincent. « D'ici demain soir, Case Morrison comprendra que voler Vincent Holloway était la pire décision qu'il ait jamais prise. » Patricia se tourna vers lui, la peur grandissante. « Vous détruisez sa vie. Case Morrison a détruit sa propre vie en décidant de nous voler notre mariage et de te manipuler pour que tu me trahisses, » dit Vincent froidement. « Je m'assure simplement qu'il subisse les conséquences naturelles de ses choix. »
Patricia resta silencieuse pendant plusieurs minutes, assimilant les implications de la réponse de Vincent. Elle s'attendait clairement à sa colère à cause de sa liaison, mais elle n'avait pas anticipé la destruction systématique et complète que Vincent était capable de mettre en œuvre contre ses ennemis. « Et moi » demanda Patricia. « Quelles conséquences vais-je subir ?» Vincent se tourna vers elle avec la même expression froide qu'il avait lors des interrogatoires des combattants ennemis. « Cela dépend entièrement de votre coopération pour m'aider à récupérer l'argent volé et de la sincérité de vos remords pour avoir trahi notre mariage. » Patricia hocha la tête en silence, comprenant enfin que son avenir dépendait entièrement de l'évaluation que Vincent ferait de sa valeur et de sa fiabilité. Elle avait tout misé sur une liaison avec un homme qui l'utilisait à des fins financières, et maintenant elle dépendait entièrement de la clémence du mari qu'elle avait trahi. Vincent ferma les yeux et commença à planifier la prochaine phase de sa campagne contre Case Morrison et sa famille. La destruction systématique ne faisait que commencer, et Vincent entendait s'assurer que toutes les personnes impliquées comprennent que certaines trahisons entraînaient des conséquences bien plus durables que le plaisir passager qu'elles procuraient. Chapitre 7, le premier coup. Le monde de Case Morrison commença à s'effondrer à 7h43 lorsque David Kumar l'appela pour l'informer que son emploi chez Riverside Construction était immédiatement résilié en raison d'irrégularités dans la vérification de ses antécédents et de problèmes juridiques persistants qui risquaient de compromettre la responsabilité de l'entreprise. « Je ne comprends pas », dit Case, la voix hébétée par une soirée passée à boire avec son ex-femme, Lisa, pour célébrer leur réconciliation. « Mon enquête sur les antécédents était claire lors de mon embauche. » Quel problème juridique ? Nous avons reçu des informations sur les activités criminelles dans lesquelles vous êtes impliqué. David nous a expliqué les accusations de vol, les allégations de fraude et les irrégularités financières susceptibles d'affecter notre caution et notre couverture d'assurance. Vous devez rendre votre équipement professionnel et vider votre casier avant 17h. Aujourd'hui. Case Morrison n'avait jamais entendu parler de Vincent Holloway, ignorait que sa liaison avec Patricia était surveillée par des agents de renseignement professionnels et ne comprenait pas comment ses activités financières soigneusement dissimulées avaient soudainement été révélées à son employeur. Mais il était sur le point d'apprendre que certains maris possédaient des ressources bien supérieures à celles du commun des mortels. À 9h15, Case a reçu la visite de l'inspectrice Lisa Rodriguez, qui s'est présentée à sa chambre d'hôtel avec un mandat d'arrêt pour vol de biens matrimoniaux et fraude. Case a ouvert la porte en sous-vêtements, encore désorienté par les soirées arrosées de la veille et complètement impréparé aux conséquences juridiques de sa relation avec Patricia. Case Morrison, vous êtes en état d'arrestation pour vol et fraude portant sur des biens matrimoniaux appartenant à Vincent et Patricia Holloway. L'inspectrice Rodriguez a annoncé, montrant son badge et le mandat d'arrêt. Vous avez le droit de garder le silence. Les protestations de Case, affirmant que l'argent lui avait été remis volontairement, sont restées lettres mortes. Inspecteur Rodriguez disposait de documents complets prouvant que Case avait menti sur ses intentions lors de sa demande d'aide financière, qu'il avait violé les conditions de versement de l'argent et qu'il avait continué à voler même après avoir été sommé de restituer les fonds. La procédure de réservation a duré 3 heures, durant lesquelles Case a été photographié, ses empreintes digitales ont été prises et il a été présenté au système judiciaire en tant qu'accusé. Sa caution a été fixée à $50 000, bien plus que ce que Case pouvait se permettre, d'autant plus que ses comptes bancaires ont été gelés dans le cadre de l'enquête pour fraude. À 11h30, alors que Case était assis dans une cellule de la prison du comté, vêtu d'une combinaison orange, essayant de comprendre comment sa vie avait changé si radicalement, son ex-femme, Lisa Morrison, a reçu la visite de Tony Rodriguez. Tony a présenté à Lisa des preuves photographiques complètes de la liaison de Case avec Patricia Holloway, ainsi que des documents financiers montrant que Case avait dépensé des milliers de dollars d'argent volé en restaurants, cadeaux et chambres d'hôtel pour sa maîtresse, tout en omettant de payer la pension alimentaire de ses propres enfants. Son ex-mari volait de l'argent à un autre couple pour financer une liaison extra-conjugale, expliqua Tony, montrant à Lisa les photos de surveillance de Case et Patricia enlacées dans différents hôtels. C'est là que l'argent qui aurait dû servir à subvenir aux besoins de vos enfants est passé. Lisa Morrison fixait les photos avec une fureur grandissante. Elle avait accepté de se réconcilier avec Case, sur la foi de ses promesses selon lesquelles sa situation financière s'était améliorée et qu'il était prêt à être un père et un partenaire responsable. Apprendre que sa prospérité apparente reposait sur le vol d'une autre famille tout en négligeant leurs propres enfants a ravivé une rage nourrie par des années de déception. « Où est Case maintenant » demanda Lisa, la voix crispée par une colère contenue. « Il a été arrêté ce matin pour vol et fraude » répondit Tony.
Sa caution est fixée à 50 000 $ et ses avoirs ont été gelés en attendant la résolution de l'affaire pénale. Lisa Morrison a immédiatement appelé son avocat pour déposer une demande de modification de garde d'urgence, qui mettrait fin au droit de visite de Case et accélérerait le recouvrement de la pension alimentaire. Elle a également contacté un journaliste spécialisé dans les affaires criminelles d'un journal local à veiller à ce que l'arrestation de Case soit médiatisée, ce qui aurait compliqué la résolution de ses problèmes juridiques. Discrètement, à 13h45, Rebecca Morrison a reçu un appel de son employeur, l'avocat Michael Brennan, lui ordonnant de se présenter immédiatement à son bureau pour une procédure de licenciement. Michael avait passé la matinée à examiner les activités de Rebecca et à confirmer qu'elle avait fourni des conseils juridiques non autorisés, tout en omettant de divulguer ses conflits d'intérêts. « Vous avez été licencié pour motif valable », a-t-il informé Rebecca à son arrivée à son bureau. Votre implication dans la planification de stratagèmes financiers frauduleux alors que vous représentiez ce cabinet crée des problèmes de responsabilité. Nous ne pouvons tolérer les protestations de Rebecca, affirmant qu'elle n'avait fait qu'aider. Les membres de sa famille ont été licenciés par Michael, qui comprenait que les manquements à l'éthique du personnel de soutien pouvaient entraîner des sanctions professionnelles contre l'ensemble de son cabinet. Le licenciement de Rebecca était immédiat et définitif, sans indemnité de départ et avec une mention dans son dossier professionnel qui rendrait extrêmement difficile la recherche d'un emploi similaire. À 15h20, Case Morrison a utilisé son unique téléphone. Appel de la prison du comté pour contacter Patricia, désespérée par la caution et l'assistance juridique. Il avait passé des heures en détention à essayer de comprendre comment sa liaison soigneusement dissimulée avait soudainement abouti à une arrestation, une perte d'emploi et de nombreux problèmes juridiques. Patricia, j'ai besoin de ton aide, implora Case lorsqu'elle répondit. J'ai été arrêté pour avoir volé ton argent, mais tu sais que tu me l'as donné volontairement. J'ai besoin que tu le dises à la police. Tout cela n'est qu'un malentendu. Patricia écouta la demande désespérée de Case avec une lucidité croissante quant à l'homme avec qui elle avait trahi son mariage, car Case Morrison n'appelait pas pour s'excuser de l'avoir trompée au sujet de son ex-femme, ni pour exprimer son inquiétude quant aux conséquences de ses actes sur son mariage. Il appelait pour exiger une assistance supplémentaire qui l'obligerait à mentir aux forces de l'ordre qui enquêtaient sur ses activités criminelles. « Je ne peux pas t'aider, dit Patricia doucement. Vincent a des preuves exhaustives de tout ce que nous avons fait. La police a des dossiers montrant que vous avez menti sur le fait d'avoir besoin d'argent pour payer vos factures, alors que vous le dépensiez en réalité pour votre ex-femme et d'autres dépenses personnelles. » La voix de Kit devint furieuse et exigeante. « Mais tu me dois ça, Patricia. Si tu n'avais pas été si faible et si tu n'avais pas laissé ton mari t'intimider, nous aurions pu gérer la situation avant qu'elle ne dégénère. » Patricia raccrocha, comprenant enfin que Case Morrison la considérait comme un atout à exploiter plutôt que comme une personne à aimer. Son appel désespéré avait révélé sa véritable nature, manipulatrice, égoïste et prête à blâmer les autres pour les conséquences de ses propres choix. À 17h30, Vincent reçut des mises à jour complètes de la part des membres de son équipe confirmant que la première phase de son plan d'intervention avait été mise en œuvre avec succès. Case Morrison était en prison, accusé de crimes graves, son emploi avait été licencié, son ex-femme engageait une action en justice agressive et sa sœur avait perdu son emploi pour manquement à l'éthique. Mais Vincent ne faisait que commencer. Vincent a appelé Patricia dans son bureau et lui a montré des photos de Case Morrison arrêté, incarcéré en prison et assis dans une cellule de détention, vêtu d'une combinaison de prison. Ces images étaient la preuve éclatante de la rapidité avec laquelle la vie de Case s'était effondrée une fois que Vincent a exercé une pression professionnelle. « Voilà ce qui arrive à ceux qui me volent », a déclaré Vincent en affichant les photos de son arrestation sur l'écran de son ordinateur portable. Case Morrison s'est réveillé ce matin en pensant qu'il s'en tirerait en utilisant notre argent pour se réconcilier avec son ex-femme. Le soir, il était en prison, accusé de crimes pouvant entraîner des années de prison. Patricia a regardé les photos avec un choc évident. « Vous l'avez fait arrêter. J'ai fourni aux forces de l'ordre des preuves des crimes commis par Case Morrison. » Vincent a corrigé. La police a pris sa propre décision de poursuivre en se basant sur ces preuves. Patricia a étudié les images de Case dans sa cellule, comprenant enfin toute l'étendue des capacités et des ressources de Vincent. Que lui arrive-t-il maintenant? Cela dépend de son intelligence pour coopérer à la résolution de la situation qu'il a créée. Vincent a répondu, si Case Morrison nous rend notre argent et assume la responsabilité de ses actes, ses problèmes juridiques pourraient être résolus relativement rapidement. S'il continue de mentir et d'essayer de manipuler la situation, ses problèmes s'aggraveront considérablement.
Vincent a ouvert un autre fichier contenant des images de surveillance de l'appel désespéré de Case à Patricia. Cet après-midi-là, Case Morrison vous a appelé de prison pour vous demander de mentir à la police afin de l'aider à éviter les conséquences de ses crimes. Cela suggère qu'il n'a encore rien appris de cette expérience. Patricia a visionné les images des demandes furieuses de Case de commettre d'autres crimes pour l'aider à éviter la punition pour son vol. Il a dit « Je lui devais de l'aide parce que j'étais trop faible pour te tenir tête ». Case Morrison est un manipulateur qui vous a utilisé à des fins financières tout en entretenant d'autres relations dont vous ignoriez l'existence. Vincent a déclaré « Tout ce qui lui arrive maintenant est la conséquence naturelle de choix qu'il a fait librement ». Vincent ferma l'ordinateur portable et fixa Patricia du même regard froid qu'il avait utilisé face à des combattants ennemis qui avaient sous-estimé sa détermination. Demain, Case Morrison découvrira que son arrestation n'était que le début des conséquences auxquelles il serait confronté pour avoir volé notre mariage. D'ici la fin de la semaine, il comprendra que trahir Vincent Holloway était la pire erreur qu'il ait jamais commise. Patricia hocha la tête en silence, comprenant enfin que la réponse de Vincent à leur trahison était systématique, globale et loin d'être terminée. Elle avait tout misé sur une liaison avec un homme qui était maintenant en prison, sans emploi et confronté à des accusations criminelles qui pourraient détruire sa vie à jamais. L'étau se resserrait autour de Case Morrison et Vincent avait l'intention de s'assurer qu'il continue à se resserrer jusqu'à ce que Case comprenne le véritable prix à payer pour trahir quelqu'un avec les ressources et la détermination de Vincent. Chapitre 8, le coup final. Case Morrison a passé 3 jours en prison avant que son avocat commis d'office ne parvienne à obtenir une caution qui coûterait à la famille de Case tout ce qu'elle possédait. Au moment où Case a été libéré jeudi matin, la campagne systématique de Vincent avait détruit tous les aspects de la vie de Case avec une précision chirurgicale. Case est sorti de prison pour découvrir que sa sœur, Rebecca, avait été renvoyée de son poste d'avocate et faisait face à des sanctions professionnelles qui l'empêcheraient de travailler dans le domaine juridique. Son ex-femme, Lisa, avait obtenu des ordonnances de garde d'urgence mettant fin à ses droits de visite avec ses enfants et poursuivait une saisie-arrêt sur salaire qui réclamerait 60% de tout revenu futur qu'il pourrait gagner. Le plus dévastateur de tout, la réconciliation de Case avec Lisa avait pris fin définitivement lorsqu'elle a appris sa liaison avec Patricia et son vol de biens matrimoniaux. Lisa Morrison avait déposé une demande d'ordonnance restrictive interdisant à Case de la contacter, elle ou leurs enfants, et avait fourni aux médias locaux des informations sur son arrestation, ce qui avait entraîné une couverture médiatique des accusations criminelles portées contre lui. Mais Vincent n'en avait pas fini. Jeudi après-midi, Case Morrison a reçu la visite de 2 représentants de la société de cautionnement de Riverside Construction, qui l'ont informé que son licenciement avait créé des problèmes de responsabilité l'obligeant à rembourser des frais de formation et des dommages matériels pour un montant total de 37 000 $. Il s'agit d'une clause standard dans un contrat de travail, a expliqué Janet Walsh, spécialiste en recouvrement de la société de cautionnement. Lorsque des employés sont licenciés pour des motifs liés à des activités criminelles, ils deviennent responsables des frais de formation, d'investissement et d'équipement engagés par l'entreprise. Case a protesté en affirmant n'avoir jamais vu de telles clauses dans ses documents d'emploi, mais Janet a produit des documents signés décrivant clairement ses obligations financières. L'avocat de Case a examiné les contrats et a confirmé que les termes étaient juridiquement exécutoires. Case Morrison devait de l'argent à Riverside Construction qu'il ne pouvait absolument pas rembourser. Comment suis-je censé réunir 37 000 $ alors que je ne trouve même pas de travail? Case demanda désespérément, ce n'est pas notre problème. Janet répondit, vous avez 30 jours pour organiser le paiement, sinon nous intenterons une saisie-arrêt sur salaire et sur biens devant les tribunaux. Case Morrison était pris au piège d'un cauchemar financier qui empirait de jour en jour. Ces accusations criminelles comportaient des peines de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans. Ses perspectives d'emploi avaient été anéanties par son casier judiciaire et il devait de l'argent à plusieurs parties, tandis que ses avoirs restaient gelés par l'enquête pour fraude. Vendredi matin, Vincent a lancé la dernière phase de sa campagne contre Case Morrison. Vincent a appelé le procureur Michael Torres, qui a été bref et professionnel. Torres avait travaillé avec la société de sécurité de Vincent sur plusieurs affaires très médiatisées et comprenait que les informations de Vincent étaient toujours exactes et juridiquement solides. J'ai la preuve que Case Morrison a proféré des menaces contre des témoins dans son affaire de fraude. Vincent a indiqué qu'il avait fait pression sur ma femme pour qu'elle mente aux enquêteurs et commette un parjure afin d'éviter des poursuites. Vincent a fourni à Torres des enregistrements des appels téléphoniques de Case en prison, y compris ses demandes furieuses pour que Patricia mente à la police et ses menaces de la faire payer si elle ne l'aidait pas à éviter les accusations criminelles.
Torres a examiné les preuves et a confirmé que les actions de Case constituaient une intimidation de témoins et une obstruction à la justice. Cela ajoute des accusations fédérales à son dossier. Torres a expliqué que l'intimidation de témoins dans les affaires de fraude fédérale est passible de peines minimales obligatoires qui augmentent considérablement sa peine de prison potentielle. Case Morrison a été arrêté à nouveau vendredi après-midi, cette fois pour des accusations fédérales qui rendaient la libération sous caution presque impossible et passible de peines qui le maintiendraient en prison pendant des années. Son avocat commis d'office a examiné les nouvelles accusations et a conseillé à Case que sa seule option réaliste était de plaider coupable et d'espérer une réduction de peine grâce à la coopération avec les autorités. Mais les problèmes de Case Morrison étaient sur le point de s'aggraver. Samedi matin, Vincent a reçu un message crypté de Tony Rodriguez contenant des renseignements qui fourniraient à Vincent l'effet de levier final dont il avait besoin pour détruire complètement Case Morrison. Le message contenait des dossiers financiers montrant que Case Morrison avait volé à Riverside Construction pendant des mois avant le début de son affaire avec Patricia. Case avait gonflé les coûts matériels sur les projets municipaux et conservé la différence pour un usage personnel, un programme qui lui avait rapporté environ 20 000 $ en fonds publics volés. Plus dommageable encore, Case avait fourni des informations confidentielles sur les offres pour les entrepreneurs concurrents en échange de paiements en espèces qui avaient permis à certaines entreprises de sous-titulaires de la construction de Riverside sur des contrats municipaux lucratifs. La corruption de Case avait coûté à son employeur des centaines de milliers de dollars en perdus de revenus, tout en s'enrichissant lui-même et ses co-conspirateurs. Vincent a immédiatement contacté le détective Rodriguez avec ces nouvelles informations, lui fournissant une documentation complète du vol de Case Morrison de son employeur et de son complot pour frauder les gouvernements municipaux. Cela change tout, a déclaré le détective Rodriguez après avoir examiné les preuves de Vincent. Case Morrison ne volait pas seulement votre mariage, il volait aux contribuables et complotait pour frauder les contrats du gouvernement. Ce sont des accusations de crimes majeurs qui portent des décennies de prison. Le détective Rodriguez a contacté les procureurs fédéraux, qui ont immédiatement ouvert une enquête sur les régimes de fraude de la construction de Case Morrison. En quelques heures, Case faisait face à des accusations supplémentaires qui comptaient des peines potentielles de 20 à 30 ans dans la prison fédérale. L'avocat de Case Morrison a examiné les accusations élargies et lui a indiqué que sa situation juridique était devenue sans espoir. Vous envisagez de multiples condamnations pour crimes sur des accusations d'État et fédérales qui pourraient vous garder en prison pendant la majeure partie de votre vie d'adulte. L'avocat a expliqué, votre seule option est une coopération complète avec les autorités et de l'espoir de réduction de phrases importantes. Dimanche soir, Case Morrison a appelé Patricia de sa cellule de détention fédérale, sa voix brisée et désespérée, « Patricia, j'ai besoin que vous sachiez que je n'ai jamais voulu que cela se produise. » Case a déclaré que sa colère antérieure était remplacée par un désespoir évident. « Je pensais que je pouvais gérer la situation, mais ce gars de Vincent a des ressources que je n'ai jamais imaginées. » Patricia a écouté le ton vaincu de Case avec un mélange de pitié et de soulagement qu'elle n'était plus liée à ses activités criminelles. « Que allez-vous faire ? » Mon avocat dit que je dois plaider coupable à tout et coopérer avec l'enquête. Case a répondu, il m'offre 12 ans de prison fédérale si je fournis des informations sur tous ceux qui m'ont aidé à voler l'entreprise de construction. Patricia a absorbé ces informations avec une compréhension croissante de la façon dont Vincent avait dépassé Case Morrison. 12 ans, c'est si je coopère pleinement. Case a dit si j'essaie de combattre les charges, je pourrais obtenir 30 ans ou plus. Vincent Holloway a des preuves de crimes que je ne savais même pas qu'il connaissait. Case Morrison a été ruiné financièrement, professionnellement détruit et fait face à plus d'une décennie de prison fédérale. Ses enfants avaient été enlevés, son ex-femme le méprisait, sa sœur avait perdu sa carrière à cause de ses actions, et son avenir ne comprenait que des batailles juridiques et une peine d'emprisonnement. Vincent Holloway avait systématiquement démantelé toute l'existence de Case Morrison, en utilisant des méthodes complètement légales mais complètement dévastatrices dans leur portée et leur précision. Lundi matin, Patricia a trouvé Vincent dans son étude, en examinant les documents financiers liés à la récupération de leurs actifs volés. La coopération de Case Morrison avec les autorités fédérales accélérait le retour de leur argent et que les jugements civils garantiraient que Patricia a récupéré chaque dollar que Case avait volé. C'est fini, a déclaré Patricia tranquillement, s'installant sur la chaise en face du bureau de Vincent. Vincent a levé les yeux de ses documents avec la même expression froide qu'il avait maintenue tout au long de la campagne contre Case Morrison est terminé. Vos conséquences ont commencé. Le dépôt. Vincent a dit froidement, ce qui est arrivé à Case Morrison était la justice pour ses crimes. Le vôtre ?
Vincent avait détruit Case Morrison comme exemple de ce qui est arrivé à des gens qui lui ont volé. Maintenant, Patricia apprendrait ce qui est arrivé aux gens qui le trahissaient, une leçon qui serait différente de la punition de Case, mais tout aussi complète dans sa portée et dévastatrice dans son impact. La dernière phase de la campagne de Vincent était sur le point de commencer et Patricia était sur le point de découvrir que la capacité de vengeance systématique de son mari s'étendait bien au-delà de tout. Case Morrison avait connu le chapitre 9, le secret final du jardin. 2 semaines après que Case Morrison a été condamné à 12 ans de prison fédérale, Patricia a signé les documents de divorce qui mettraient fin à son mariage avec Vincent et la laisserait avec un minimum d'actifs et aucune pension alimentaire. La documentation complète de Vincent sur son adultère et sa fraude financière avait rendu impossible toute contestation judiciaire à ces conditions, et l'avocat de Patricia lui avait informé que la coopération était sa seule option pour éviter les accusations criminelles elles-mêmes. Patricia recevrait leur ancienne maison à Hartford, la modeste maison qu'il possédait avant le succès commercial de Vincent, ainsi que suffisamment d'argent pour survivre pendant environ 2 ans. Si elle vivait frugalement, Vincent conserverait la succession, son entreprise, tous les comptes d'investissement et la majorité de leurs actifs conjoints. L'affaire de Patricia lui avait coûté 15 ans de mariage et de sécurité financière qui aurait duré sa vie. Lors de sa dernière nuit dans le domaine, Patricia a traversé la dernière fois le jardin d'Emma, se souvenant de la rencontre surnaturelle qui avait déclenché la découverte de son affaire et de la trahison de Case Morrison. Le jardin était magnifique au clair de lune, chaque fleur et plante parfaitement entretenue comme un mémorial vivant à leur fille. Patricia était sur le point de retourner à la maison lorsqu'elle a entendu des pas derrière elle. « Père, je suis à la maison », est venue la voix d'Emma, exactement aussi claire et reconnaissable que cela l'avait été 2 semaines plus tôt. Patricia se tourna pour voir la même apparition de leur fille de 7 ans, portant la même robe blanche et affichant la même présence éthérée qui les avait terrifiés et les a déjà étonnés. Mais ceci le temps Emma n'était pas seule. Debout à côté d'Emma était Vincent lui-même, pas le Vincent actuel, mais Vincent comme il était apparu il y a 7 ans quand Emma était encore en vie. Il avait l'air plus jeune, moins durci par le chagrin et la discipline militaire, portant les vêtements décontractés qu'il avait préférés pour le temps en famille plutôt que pour les combinaisons commerciales qui étaient devenues son uniforme après la mort d'Emma. « Bonjour, Patricia », a déclaré le jeune Vincent, sa voix portant de la chaleur que le Vincent actuel avait perdue au fil des années de construction de son empire de sécurité. Emma voulait dire au revoir avant de partir. Patricia a regardé les 2 apparitions avec un choc qui dépassait sa rencontre originale avec Emma seule. « Vous êtes tous les 2 morts. »« Je ne suis pas mort », a répondu le jeune Vincent. « Mais l'homme que vous avez épousé, l'homme qui a ri avec Emma dans ce jardin et croyait que le mariage était sacré, il est mort quand Emma l'a fait. Ce qui reste est quelqu'un d'autre. » Emma s'est rapprochée de Patricia, son expression portant la même sagesse mature qui avait semblé si peu naturelle pendant leur première rencontre. « Mère, j'ai besoin de vous pour comprendre que elle a essayé le père. »« Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre ?» ?»« N'était pas disponible par des canaux normaux. Le genre qui me demande d'utiliser mes compétences militaires à des fins qui n'avaient rien à voir avec le service de mon pays, » a répondu le plus jeune Vincent. Le genre qui m'a connecté avec des organisations criminelles qui avaient des ressources que les médecins ne pouvaient pas accéder. Le genre qui m'a transformé en quelqu'un qui pouvait systématiquement détruire des vies humaines sans ressentir de remords. Emma a tendu la main et a pris la main de Patricia, son toucher se sentant étonnamment solide et chaleureux. « Père, sauve ma vie 2 fois en utilisant des traitements qu'il a obtenus à travers ses liens. Mais le cancer est revenu à chaque fois et les gens qui l'ont aidé à demander de plus en plus. » Expliquez. Murmura Patricia. Et quand Emma est morte de toute façon, l'homme qui avait fait cette affaire est mort avec elle. Le jeune Vincent a confirmé, ce qui a survécu, c'était quelqu'un qui avait appris que l'amour et la loyauté ne signifiaient rien, que seul le pouvoir et le contrôle pouvaient protéger ce qui comptait, et que la trahison méritait des conséquences qui ont duré pour toujours. Emma serra doucement la main de Patricia. « Mère, tu as trahi l'homme qui avait tout abandonné pour me sauver la vie. Vous avez utilisé ma mémoire pour couvrir des mensonges, tout en trompant quelqu'un qui avait littéralement vendu son âme en essayant de me garder en vie. » Patricia a commencé à pleurer, comprenant enfin toute l'ampleur de ce qu'elle avait fait. « Je ne savais pas. Il ne m'a jamais parlé de tout cela, parce que l'homme qui a fait ces sacrifices est mort avec moi. » Emma a déclaré, « Ce qui reste ne se souvient pas de l'amour, du pardon ou de la guérison. Il se souvient seulement que la trahison nécessite une punition et que certains péchés ne peuvent jamais être pardonnés. » Le plus jeune Vincent s'est rapproché de Patricia, son expression portant une tristesse profonde.
Je veux que vous compreniez que Vincent n'est pas cruel ou mal. Vincent actuel travaillait probablement dans son étude, la gestion de l'empire qu'il avait construit sur les bases des offres qu'il avait conclues pour sauver leur fille. Et le contrôle peut empêcher la perte. Ces croyances sont incompatibles. Emma a libéré la main de Patricia et s'est reculée vers le chêne où elle était apparue pour la première fois. Mère, vous devez comprendre la punition de ce père envers vous et Case Morrison ne parlait pas de vengeance. Il s'agissait d'appliquer le seul code moral qu'il a quitté, cette trahison nécessite des conséquences au point. Vais-je jamais vous revoir, a demandé Patricia, même si elle soupçonnait qu'elle connaissait déjà la réponse. Emma a souri avec la même douceur qu'elle avait montrée en tant qu'enfant vivant. Vous me verrez dans les fleurs que vous plantez dans votre nouveau jardin, dans les enfants que vous pourriez aider à nouveau, dans la gentillesse que vous montrez à des gens qui grimacent ce qu'ils ont perdu. Hocha la tête de la tête. Que son mariage s'était terminé lorsqu'elle a commencé sa liaison avec Case Morrison, mais 5 des années plus tôt, quand Emma est décédée et que les tentatives désespérées de Vincent pour la sauver l'avaient transformée en quelqu'un qui ne pouvait plus aimer ou pardonner. Le lendemain matin, Patricia a quitté le domaine et dans la modeste maison de Hartford qui serait sa nouvelle maison. Vincent était déjà dans son bureau lorsqu'elle est partie, maintenant sa routine de travail systématique qui le gardait fonctionnel mais pas vraiment en vie. Alors que Patricia s'éloignait du domaine pour la dernière fois, elle regarda le jardin d'Emma à travers son rétroviseur. Le jardin continuerait de fleurir sous les soins de Vincent, un mémorial parfait pour une fille décédée malgré la volonté de son père de tout sacrifier pour la sauver. Patricia a compris maintenant que la transformation de Vincent n'était pas une cruauté. C'était le résultat logique d'un homme qui avait appris que l'amour entraînait une perte, la confiance a conduit à la trahison et à la miséricorde a conduit à une victimisation répétée. Case Morrison avait volé à quelqu'un qui avait déjà abandonné tout ce qui comptait, et Patricia avait trahi quelqu'un qui avait déjà sacrifié son humanité en essayant de sauver ceux qu'il aimait la plupart. Vincent Holloway continuerait de construire son empire et de mettre en œuvre des conséquences pour ceux qui l'ont traversé, mais l'homme qui avait ri avec Emma dans le jardin et pensait que le mariage était sacré ne reviendrait jamais. Cet homme était mort avec sa fille, laissant derrière lui quelqu'un qui pouvait fonctionner mais qui ne vive plus jamais vraiment. Patricia s'est dirigée vers son avenir incertain, en comprenant que certaines trahisons ont créé des conséquences qui ont duré éternellement et que certaines transformations ne pourraient pas être inversées, peu importe la quantité de remords ou d'amour. Sinon, le jardin fleurirait chaque printemps, beau et parfait, et hanté pour toujours par la mémoire de l'amour d'un père qui était devenu un recueillement pour l'innocence perdue et l'humanité abandonnée au nom de la protection de ceux qui ne pouvaient finalement pas être sauvés. Et là, vous l'avez, une autre histoire prend fin.